Bienvenue à La Poche Gastrique. 2 médecins, une même passion. Accompagner les personnes qui envisagent ou vivent avec une chirurgie bariatrique. Ici, on parle de science, de santé, de réalité humaine. Avant, pendant et longtemps après l'opération. J'en profite pour remercier nos invités de la saison numéro 1. J'en profite aussi pour remercier nos futurs invités numéro 2 qui vont participer. Et surtout, il faut absolument remercier notre principal commanditaire, Johnson & Johnson MedTech. Bienvenue à La Poche Gastrique. Salut Alex! Salut Pierre, ça va? Hey, pour une fois, ça n'a pas trop pris de temps. Je trouve qu'on s'en vient pas pire. Oui, on va réussir en à plein été, au mois de juillet, let's go. Il fait beau en plus, correct, ça. Parfait, excellent. Ça. Fait que comme d'habitude, on avait quelques questions. Oui, premièrement, merci tout le monde pour l'intérêt. Je pense que le premier épisode de la saison 2, c'est clairement notre plus populaire. Comment? Fait que 25 000? 25 000 plus juste sur les vidéos. Là, wow. J'ai pas compté l'audio. Cool. Fait que merci beaucoup tout le monde de nous Très suivre. Cool. Très cool. Peut-être prenez le temps d'aller suivre la page, liker les vidéos, liker la page. Nous autres, ça nous aide. Vous pouvez aller les faire sur YouTube aussi. Merci beaucoup. J'ai lu les commentaires. Alors, essentiellement, il y a un commentaire sur l'hypoglycémie là, qui revient. Fait que, on vous ignore pas. Là, on va y revenir en détail avec Evelyne cette saison. Là, ça va être un des points majeurs de la discussion. Puis il y a quelqu'un qui posait la question sur l'impact de la chirurgie sur la fonction rénale. C'était pas exactement écrit comme ça, mais essentiellement, histoire longue courte, il y a une prévention de la détérioration rénale qui se fait avec la chirurgie bariatrique, traitement de l'hypertension, traitement de la maladie métabolique, traitement du diabète. Surtout le diabète. Fait que ça a un impact sur la néphropathie. Là. Ça veut dire que le diabète impacte les reins, on traite le diabète, on prévient la détérioration de la fonction rénale. Puis écoute, tu en as fait plus que moi. Il y a même des patients qui sont pré-dialyse, qu'on retarde le moment où il y a besoin d'être dialysé. Il y a des patients qui sont sous dialyse, qu'on opère de temps en temps en vue de leur permettre d'avoir un greffon rénal. Fait que, à moins d'avoir une déshydratation sévère en périopératoire qu'il faut surveiller quand on a des problèmes rénaux, la chirurgie bariatrique a un impact vraiment positif. Fait que c'est ça. Excellent. Puis pour l'hypoglycémie, de toute façon, on va refaire un épisode comme on les a avec Evelyne, puis on va adresser des problèmes particuliers que l'aspect traitement nutritionnel va aider. C'est ça. Puis je pense qu'on y avait demandé de vérifier un petit peu sur sa page aussi pour voir un peu ça serait quoi les choses qui ressortaient comme choses pertinentes à regarder. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient, ça. Excellent. Écoute, là, aujourd'hui, Alex, là, je te dis tout de suite, là, tu sais que j'aime ça sortir de la zone de confort. On s'envoie toujours des questions pièges, là, mais là, on sort du... J'espère que vous allez aimer ça, là, parce que là, on est quand même chanceux. On a une invitée qui est co-autrice du livre, attention, Santé, boire et manger, l'alimentation en transdisciplinarité selon les perceptions. Alors là, on s'en va dans un territoire inconnu pour les chirurgiens avec une experte. Alors, je te laisse prendre la balle au bon. Avec grand honneur, on accueille Johanna et comme on fait avec tous nos invités, je vais te demander de te présenter et de donner un peu ton pedigree pour être sûr que j'oublie rien parce que ça va être trop long. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour, bonsoir, parce qu'on est en été. Alors, on ne sait pas si c'est le soir ou le jour. C'est pas bien parfait. Moi, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis également chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Pour faire rapide, je suis à Louis H. Lafontaine. Et puis, je suis également responsable du LORICOR. C'est le laboratoire sur le corps, selon les perceptions, pour comprendre l'alimentation. Ça fait déjà 15 ans, donc le temps passe. Mais ça... Sur l'alimentation et la perception. Tout à fait. La perception corporelle en lien avec l'alimentation. Fait qu'on est dans un terreau fertile par rapport à notre clientèle, j'imagine. J'espère que vous allez apprécier. Oui, bien, nous, on n'est comme pas trop dans notre zone. On n'est pas dans notre zone de confort. On n'est pas dans notre zone de confort parce que je voulais être sûr de ne pas mélanger. Puis le parcours, donc, on a commencé par quoi initialement? On est chercheur en premier ou on a fait Louis H. est venu par après? Comment ça s'est passé? Bien, si on remonte loin, en fait, la première job que j'ai eue, ça a été professeur en adaptation en milieu psychiatrique. On prenait des enseignants et on les mettait dans les instituts pour les personnes qui avaient des troubles psychiatriques aigus. Et puis, je suis tombée en amour sur la santé mentale. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études, puis de passer une maîtrise, un master. Et puis, j'ai commencé un doctorat à Montpellier. Comme vous l'entendez, je vois un petit côté français, mais je suis franco-canadienne. Et puis, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de faire un double doctorat. Donc, c'est un truc un peu sympa dans lequel on fait un seul manuscrit, mais on va dans 2 pays pour découvrir la culture de recherche de 2 pays. Non, c'est ça, les doubles. Deux veut pas dire deux, ça veut dire deux. Exactement. Deux 2 formations différentes, 2 comités différents, mais un seul manuscrit. Excellent. Et puis, c'était vraiment sur l'anorexie mentale. Et puis, je me suis baladée un peu partout. J'ai fait un postdoc en Belgique sur le Body Experience, donc qui mêlait d'ailleurs des chirurgiens bariatriques avec des
médecins psychiatres. OK. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à la fin à Gatineau. Pourquoi à Gatineau? La Parce seule place qu'il où il n'y a pas de chirurgie bariatrique. Exact. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Bon, ben voilà. Donc à Gatineau, parce que en fait là-bas il y avait le pape, et il y a toujours le pape de la réalité virtuelle et de la santé mentale, qui est Ah. Stéphane Bouchard, Ah, wow. qui a eu OK. plusieurs chaires Canada et qui se faisait entre guillemets traiter de gamer au lieu de chercheur. Et puis aujourd'hui, la réalité virtuelle, on en voit partout. Donc c'était un grand Donc, c'est un peu avant-gardiste. la genèse du... Exactement, c'est la jeunesse de la perception Perception corporelle pour corporelle. comprendre l'alimentation. Et donc, Wow. tout ce détour pour arriver ici. Donc, vous voyez, un parcours qui est non linéaire, Ah, ouais, mais c'est le excellent. fun parce que du coup, on se nourrit, sans jeu de mots, de plein d'expertise. Quand on parle de perception, C'est une bonne question. c'est une bonne question. Donc, la perception, parce que c'est sûr que nous, on rentre pas beaucoup dans cette discussion-là, Alex. Ben, toi, c'est non? un petit peu difficile, mais en consultation, les gens nous en parlent. Des fois, quand on explore un peu les raisons pour lesquelles ils veulent avoir une chirurgie bariatrique, là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps à ce niveau-là, mais Et pas l'expérience. non, ni la zéro compétence. expérience. Là, on ne sait pas comment trop approcher ça, mais ça m'arrive, puis j'imagine la même chose que toi, d'avoir des patients qui me parlent d'avoir un problème d'acceptation de leur corps en amont de la chirurgie. Donc, j'imagine que c'est quelque chose avec lequel tu travailles et tout ça. Nous, je me sens un petit peu déstabilisé par ça. Puis surtout de comment mitiger les attentes. Parce qu'on en a déjà parlé, par exemple, avec Christian. C'est pas toujours facile non plus après la chirurgie comme telle. Alors, Puis dans l'approche, comment qu'on fonctionne dans votre travail à ce moment-là? Et là, en fait, moi, au départ, donc, j'arrive avec la possibilité de travailler. Je travaillais sur l'anorexie mentale, mais vous savez qu'il y a un beau transdiagnostic magnifique qui fait qu'on passe sur ce qu'on appelle les HIC, anorexie, boulimie, hyperphagie. Que vous avez précisé d'ailleurs dans un des balados pour les troubles d'accès hyperphagique. Maintenant, c'est le nom dans le DSM. Et donc, en fait, dans cette histoire en fait, psychopathologique, on a des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes obèses et qui se retrouvent des personnes obèses dans leur histoire. Et nous, la particularité, c'est que on travaille en réalité virtuelle. Et c'est là qu'on arrive possiblement sur les réseaux sociaux parce que, en fait, c'est rigolo pour vous raconter la petite histoire. Donc, on était ensemble. Je vais vous raconter comment on a créé quand même l'environnement virtuel parce que c'est quand même particulier. On se remet en arrière. Là, moi, je vous parle de ça il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, on pouvait essayer des corps. On pouvait se glisser dans des corps. Et aujourd'hui, plein de gens l'utilisent. Mais il y a 15 ans, on était quand même un peu des fous quand on arrivait à un congrès pour présenter nos affaires. non, c'est clair. Puis à l'époque, Stéphane Bouchard, il travaille sur son avatar. Donc, en fait, il fait son corps numérique de lui-même. Donc, il y a 15 ans, là. Oui. Ce qui est rendu mainstream en 2025, Exactement. à peine, fin 24, là, tout le monde fait son avatar. Là. Exactement. Mais lui, il y a 15 ans, vous travaillez là-dessus. Il y a 15 ans, il décide de faire une espèce de cave. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cave? C'est la pièce où on est, imaginez-vous, là. Et chacune des faces de la pièce, imaginez-vous que c'est un écran. Vous mettez des lunettes 3D, on vous projette à l'intérieur, on ferme derrière le dernier aspect de la pièce par une espèce de façade qui se ferme, et vous êtes plongé dans la réalité virtuelle. Donc, c'est des trucs de fou, là. Je vous parle de ça il y a 15-20 ans. Wow. Donc, il faut bien évidemment avoir un dispositif expérimental pour faire une affaire pareille. Et il travaille sur le membre fantôme. Truc de fou. Donc, il monte son avatar de lui-même. Il se fait couper un bras dans son avatar. Il essaie de comprendre la situation du membre fantôme. Wow. Donc, moi, j'arrive, imaginez-vous, la petite postdoc, après 2 postdocs qui arrivent, qui voient tout ça. Puis moi, j'arrive, mais j'ai une expertise en body experience. Moi, j'essaie de comprendre l'incarnation corporelle chez les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire. Potentiellement, d'ailleurs, des patients que vous avez, qui sont en comorbidité. Ouais, absolument. Puis au détour, bien évidemment, d'un verre et puis d'un dîner, parce que c'est là que se font les meilleures inventions, on se dit, mais attends, les psychiatres et les médecins qui utilisent toujours la même échelle pour évaluer la perception corporelle, ils ont une échelle qui est un bout de papier avec 9 corps ou 7 corps, du plus fin au plus arrondi. Puis Vous là, la voyez, l'histoire? on choisit où, voilà. où on se situe. Où on est, ça vous rappelle des choses quand même. Non, mais nous, on le fait pas. Parce que on le fait pas, mais je sais de quoi tu Vous parles. voyez ce que je veux dire? Ça passe entre ouais. différents services, un truc comme ça. Donc, on a une espèce de truc absolument moche, on va se dire les affaires, mais qui marche. Parce qu'en plus de ça, il n'y a que 2 items. Le corps que vous pensez avoir et le corps que vous souhaiteriez avoir. Donc, c'est traduit dans toutes les langues inimaginables et possibles, puisque c'est une image. Ouais. Et on se dit, pourquoi on ne ferait pas cet outil validé en réalité virtuelle? Donc, on fait la même chose, exactement. Les mêmes méchants. Sauf que, comme notre copain, rappelez-vous, Stéphane Bouchard, il travaille sur les avatars en rentrant dans un corps. On a dit, on n'a qu'à faire un corps dans lequel on se glisse dedans.
Et là, nous, les chercheurs, on se dit, c'est le fun. Imaginez-vous, on va avoir 2 environnements. Un environnement, donc imaginez-vous, là, fermez vos yeux, vous mettez le casque virtuel, on ouvre ses yeux, on voit des corps qui sont dénudés, du plus fin au plus arrondi, du plus mince au plus gros. Ouais. On le choisit. On choisit, on peut tourner autour, parce que je suis en réalité virtuelle, ce soir. Je vais derrière, je regarde les fesses, je regarde le dos, je regarde les pectoraux. Puis ensuite, on a une nouvelle application, on demande aux participantes de fermer les yeux. Et quand elles réouvrent les yeux, elles sont dans le corps qu'elles ont choisi. Donc elles se regardent du dessus. Et ils voient, ils voient le corps qu'ils ont choisi de face. Oh, wow. Et puis nous, on est des chercheurs, donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, OK, on va faire une validation de cet outil-là. Puis on pense que quand on se voit et quand on se vit, c'est la même chose. Et nos corrélations sont pourries. C'est pas la même chose du tout, c'est ça que tu trouves. Pas du tout. Et en fait, il faut répéter ça. Je pense que ça vaut la peine. Ah oui, c'est exactement. Quand on voit un corps et quand on vit un corps, on n'est pas du tout dans la même affaire. Ça veut dire qu'on n'encode pas sur le plan de l'information perceptuelle la même chose. Et nos corrélations sont pourries, c'est-à-dire que quand on prend ma feuille là, et que je regarde la corrélation, c'est-à-dire le lien entre mon environnement virtuel où je vois mes corps et la feuille que j'ai, ma corrélation, elle est top. Par contre, ma relation entre mon bout de papier et quand je me glisse dans le corps, les corrélations sont pourries. Et en fait, on ne le sait pas, mais on vient de mettre le doigt sur un truc qui est génial. Puis quand on parle de corrélation dans le sens, qu'est-ce que vous mesurez? C'est quoi? C'est le lien. Le lien. Exactement. Le lien entre une corrélation, c'est le chercheur, ça permet de créer le lien. C'est donc, qui la clientèle dans cette étude-là? Et cette clientèle, bien évidemment, nous, vous savez qu'on fait comme vous, usage de précaution, agir sans nuire. Donc, on prend la population générale, on l'évalue pour vérité qu'il n'y a pas de comorbidité sur des gros troubles perceptuels corporels, des enjeux de personnalité, une schizophrénie, parce que la réalité virtuelle, il y a des enjeux avec la schizophrénie. Donc, on fait notre affaire en bon chercheur éthique et déontologique, mais on se dit, on a un résultat pourri. Et pour la première fois, on est très content de publier le résultat pourri. Donc, une corrélation, un lien qui est complètement faible pour dire, là, on a mis le doigt sur quelque chose. Mais en recherche, ce qu'on aime faire, c'est travailler sur un concept et après, d'être capable de l'appliquer à de le valider ou de l'invalider. Le processus de validation, c'est le processus de la recherche. Et après, l'avenir, on va où avec ça? Exactement. Donc là, imaginez-vous qu'entre ça et ça, il nous faut 10 ans de développement. Parce mais là, t'es où dans le processus? Moi, je suis au début du processus. C'est-à-dire que je fais créer l'environnement virtuel. Mais tu sais, moi, je ne m'attaque pas simplement à regarder le lien entre mes instruments. Moi, j'interroge les gens. Parce que c'est un truc de fou pour eux. Alors, je vous dis pas, par contre, on n'a aucun problème pour recruter. Tout le monde veut essayer le corps virtuel. C'était génial à cette époque-là. Il y avait la queue pour trouver les gens. Aujourd'hui, maintenant, il faut donner des compensations. Vous le savez, on trouve des stratégies. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on interviewe les gens. Et là, on s'aperçoit d'un truc génial. On a développé une échelle qui s'appelle l'échelle immersive. Donc ça, c'est important pour nous. Ça devient des covariables. Ça veut dire qu'on va regarder en fait le poids de j'étais ou j'étais pas dans l'environnement. Puis, pour vous donner une idée, là, moi, je teste ça après dans mon petit laboratoire parce que je démarre ma carrière de chercheur. Et au départ, il y avait un fil. Les gens, ils étaient tellement immergés qu'ils sortaient de mon bureau. Je les rattrapais dans le couloir avec le fil. C'était génial. Donc, on met à peu près 10 ans de développement. On fait 3 environnements virtuels parce qu'il faut changer la patente, parce que ça marche pas. Il y en a qui nous disent « Je me sens tellement triste dans cet environnement. » Ça, c'est à l'OUIH ou c'est à Trois-Rivières? C'est à l'UQO, après c'est à Trois-Rivières, exactement. Donc là, on est à Trois-Rivières, on développe les affaires. Puis les gens me disent « Je me sens seule dans cet environnement, il est tout noir. » Mais nous, on a fait noir parce qu'on veut développer des choses. Tout ça pour vous dire qu'après 10 ans, et après toutes les publications, nous, on crée un programme. Le programme Loricor. Et on se dit, on va ouvrir un programme de première ligne pour les épisodes des troubles des conduites alimentaires. Puis là, ça sature. On a plein de participants patients hyperphagiques boulimiques avec surpoids, obésité. On le crée. Je t'en viens. Vas-y. J'y vais. Donc moi, je crée mon programme. Ouais. Et je me dis, dans ce programme, avec toutes ces personnes qui ont des troubles d'accès hyperphagique, qu'est-ce que je vais utiliser d'après toi comme évaluation de départ? La réalité virtuelle. Donc là, c'est parti, la grosse affaire. Là, on parle de quand, là, mettons, le projet démarre avec Là, le projet démarre en 2016-2017. Ça fait déjà quand même un certain nombre d'années. Ça fait 10 ans. C'est pour ça que je te dis, il faut suivre l'histoire, tu vois. On reçoit 1 demi-million, des gens qui parient sur nous, qui disent, OK, Fondation, on va mettre 1 demi-million pour créer un programme de première ligne, le Fun, qui travaille en réalité virtuelle et qui permet de voir les patients. Et en fait, on intègre ce super outil d'évaluation
comme intervention. Donc là, nous, on y Là, arrive. c'est ça. Donc, on s'en sert comme un outil d'intervention oui. auprès d'un patient. Exactement. Donc Donc, là, on reçoit on a des fait gens. les mesures avant, on a tout compris. validé le processus, on est bien. Et c'est ça. La technologie fait maintenant qu'on est rendu ailleurs. On est rentré 10 ans après. On a dû... Donc, on s'en sert comme évaluation de l'état initial des patients. Ouais, Parce que nous, rappelle-toi, on travaille sur un programme des troubles alimentaires par les perceptions, alimentation par les perceptions. Fait que les patients, en guillemets, ont tous été identifiés avec des troubles alimentaires quand ils te sont référés. Exactement, plus programme. ou moins, parce qu'il y a aussi des gens qui s'autodéclarent, qui disent moi, j'ai pas de suivi, est-ce que vous pouvez me prendre dans votre programme? Sure. Okay. Donc, imagine-toi que j'ai 2 sources. J'ai des gastroplasticiens qui m'envoient des personnes en me disant hey, ce serait le fun que tu l'évalues parce que lui, il est en pré-op ou il est en post-op. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Une madame, 70 ans, 5 chirurgies bariatriques. Je pense qu'on est parti de la sleeve et on est allé sur toutes les opérations imaginables. Imagine-toi. Pour finalement s'apercevoir qu'il y a un trouble d'accès hyperphagique assez aigu. Puis elle est. Donc, tout ça pour t'expliquer, pour pas m'éloigner du sujet que tu me poses. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'en sert comme évaluation avec une grande acuité. Alors, l'autre question que je voulais amener, c'est que si on fait une évaluation background psychiatrique ou quand Sylvain était là, l'outil par rapport à juste une évaluation, parce que l'on a eu la discussion avec Sylvain, t'en souviens? Parce qu'on est tellement mal organisé dans l'évaluation, on le sait que c'est essentiel. Est-ce que un outil comme ça serait plus pertinent que de questionnaire? Parce qu'on a parlé avec Sylvain, on fait un questionnaire, rencontre physique, ou un outil où tu vas dire toutes les trois réponses. Tu as tout compris. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y en a pas un qui se substitue à l'autre. Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est que, bien évidemment, je suis aussi directrice du Centre Axel en innovation numérique. Et la première chose qu'on me pose, c'est le coût. Parce que mettre un système de réalité virtuelle, il faut former des gens. Le Centre Axel, c'est-tu aussi à Trois-Rivières? Le Centre Axel, c'est à Louèche-la-Fontaine. À Louèche, c'est vraiment un centre maintenant qui promeut l'innovation numérique avec des médecins, donc des praticiens et puis des chercheurs pour justement ouvrir ces aspects-là. Puis nous, on travaille avec Maisonneuve Rosemont justement pour essayer de mettre en place ce protocole-là. Mais pour répondre à ta question, imagine-toi, tu aurais Madame Paquette qui vient. Puis dans ton évaluation, santé mentale, on ne va pas rentrer psychologie, psychiatrique, santé mentale, parce que vous êtes en santé physique et vous voulez évaluer l'état de la santé mentale pour pouvoir intervenir en santé physique sur la chirurgie. All right? Là, ça devient intéressant. Tu vas peut-être poser des questions autour à porter, mais tu peux utiliser l'environnement qui s'appelle l'environnement virtuel Loricor pour savoir à quel niveau de perturbation de l'image corporelle. Une évaluation en amont, c'est quand même intéressant. Et ça, c'est le fun. Parce que du coup, là, on va rentrer dans le gras de la situation, sans jeu de mots. Tu peux avoir plusieurs types de perturbations de la perception corporelle. Tu peux avoir des enjeux affectifs. Donc toi, affectif, c'est quoi? C'est que tu présentes une insatisfaction corporelle. OK? Puis, ce que je te parle sur l'environnement virtuel, tu vas la poser la question. Tu vas dire, je vous mets dans un environnement. Dites-moi, parmi les corps qui sont ici, celui que vous pensez ressembler, que tu perçois comme étant ton corps. Puis déjà, tu vas voir, il y a une différence entre ce qu'ils sont sur l'indice de masse corporelle et puis ce qu'ils pensent, qu'ils perçoivent être. Puis la question que tu dis, c'est, tu pourrais poser cette question-là, parce que c'est le protocole qu'on veut mettre en place. C'est après la chirurgie bariatrique. Après, il y a de la place de façon... C'est un univers après. Bien sûr. Je ne veux pas te bloquer. Non, mais on t'as en raison. parle. Mais moi, quand tu parles de ça me... J'ai juste le mot chamboulé en tête, là, mais c'est juste que c'est tellement un classique d'avoir des gens qui viennent nous voir pour, mettons, une référence, ils ont un diabète mal contrôlé. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis quand on leur demande la question, moi, je le pose peut-être pas à tout le monde, mais je le pose quand même souvent, pourquoi vous voulez une chirurgie bariatrique? Puis il y a vraiment beaucoup de jeunes femmes ou même de femmes plus âgées là, qui me répondent qu'ils ont de la misère à accepter leur corps. Fait que là, on est dans les peut-être potentiels problèmes de perception. Il y a une compréhension, il y a une certaine quand même sympathie par rapport à ces situations-là, mais il y a des patientes qui passent à travers le processus, puis qui passent à travers la reconstruction, puis sont tellement belles et beaux à voir dans leur réussite, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à vivre le après. Fait que je sais pas à quel point ces outils-là avec lesquels tu travailles pourraient avoir un bénéfice sur peut-être au-delà de
grader l'intensité du problème perceptuel, d'identifier le trouble alimentaire des fois, mais aussi d'essayer de mitiger les attentes de façon plus réaliste et adéquate. Là. C'est vraiment un champ large. Là. Je parle de ça, puis je veux dire, on peut en parler pendant 5 heures, mais c'est complètement révolutionnaire comme approche, juste d'y penser. Là. Les données, il y a une très belle équipe en Espagne et en Italie avec qui d'ailleurs on travaille, qui est dans les années 2000, on fait un projet qui s'appelle VEPSI, justement là-dessus. Là. Et en fait, on est tous à peu près d'accord pour dire que quand on vit un corps et quand on voit un corps, on n'est pas du tout dans la même expérience corporelle. Ça, j'aimerais ça que tu m'expliques ça. Et ça, c'est très important de le considérer parce qu'en chirurgie bariatrique, vous ne transformez pas un corps pour qu'il se voie. Vous transformez un corps pour qu'il se vive dans ce corps, avec tout ce que ça va impliquer. Certes, ils vont se voir dans le miroir, mais il doit certainement vous parler de sensations corporelles. Il doit certainement vous dire qu'ils sont insatisfaits sur le surplus de peau qu'ils vont avoir. Ou ils ne se reconnaissent pas. Moi, c'est exactement ça. Il dit, ils ne se perçoivent plus du tout. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Là, mais vous avez raison, mais moi, je travaille sur la perception, donc je vous ramène au concept de la perception. Vas-y. Quand je me perçois, ce n'est plus moi. C'est plus moi, exactement. Ça, je l'entends à toutes les semaines. OK, mais moi, je veux qu'on creuse là-dessus, OK? Vas-y. La perception en amont, puis le problème de perception pendant la transformation, puis après, là, mettons, tu es d'accord? Ça, c'est super intéressant. Là. Fait que... Je suis obligée de rentrer dans un élément conceptuel, OK? Parce que quand tu me dis perception, tu vas me dire, mais c'est quoi la perception? Ouais, c'est quoi la perception? Merci. C'est bon, Qu'est-ce qu'on appelle les perceptions corporelles? Puis d'ailleurs, tu vois, dans le livre que tu as présenté, on prend bien le temps de l'expliquer. Les perceptions corporelles, déjà, c'est une famille de concepts. Nous, on en prend vraiment 3 grandes familles qui sont directement dans votre expertise. Okay. Pour ça, je pense que vous êtes des Monsieur Jourdain. Vous faites de la perception sans le savoir, selon moi. Il y a la famille de la perception qu'on vient de parler, la perception de l'image du corps. Ouais. Dans la perception de l'image du corps, j'ai commencé à parler d'une première perturbation, c'est l'insatisfaction corporelle. Je peux t'en parler d'une autre. C'est le problème de distorsion corporelle. Le fait que tu n'associes pas ton poids et ta forme corporelle en fonction de ce que tu vois. Donc, il y a un décalage entre les deux. Tu ne t'estimes pas au niveau cognitif de la même façon. Okay? Ça, c'est le monde de la perception de l'image du corps. Okay. Mais il y a un autre monde, c'est le monde de la sensation corporelle. Alors là, je t'emmène autre part. Là, okay? Accroche-toi. Là, je t'emmène sur 3 trépieds très puissants. L'interoception, l'extéroception et la proprioception. Proprioception, ça, on connaît. Je t'ai donné le dernier, le plus facile à la fin, pour que tu sois relax. Interoception, c'est le monde de l'intérieur. C'est exactement ce que vous faites. Quand vous faites une sleeve, vous allez commencer à vous dire vos sensations de faim et de soif vont changer. Vos sensations de rassasiement et de satiété vont se transformer. Là, tu viens de leur parler de l'interoception. C'est de l'interoception. C'est de l'interoception. C'est génial. Wow. Le monde de la réception, c'est super. C'est un monde magique, imagine-toi. C'est la capacité de percevoir ces sensations avec le maximum d'acuité. Ouais. Ceux qui sont bons, c'est par exemple les cyclistes ou les sportifs. Donc, eux, ils sont connectés sur leurs sensations corporelles, leur baromètre de performance. C'est des ultra bons performeurs de perception sensorielle, de sensations. Attention. Il y a 2 mondes en plus, il y a le sensoriel et le sensitif. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Okay. Mais dans le monde des perceptions, tu vas avoir la faim, la soif, le rassasiement, la satiété et la douleur. Objectif ou subjectif, parce que vous devez certainement jouer avec ça. Là. Tout ça, c'est le monde de la perception lié à l'alimentation. Okay. Je peux t'en prendre d'autres aussi. La perception... Mais là, on est juste dans l'interoception. On est exactement exactement dans l'interoception. Maintenant, je te parle de l'extéroception. L'extéroception, c'est le monde de l'extérieur en lien avec ton corps. Par exemple, tout à l'heure, on s'est fait la bise, on s'est pris dans les bras. Ouais. Ça y est, tu viens de cliquer, tu viens d'encoder que elle m'a touché, ok, j'ai senti son parfum, j'ai vu. Là, tu boostes les sens, là, ok. Et ça, c'est super important parce qu'une personne, elle se construit depuis toute petite. Ouais. La définition de Schalder sur le corps, c'est de dire que c'est l'interface entre le monde et soi. Je la trouve très belle, cette définition, ok. Donc, l'extéroception, c'est ça. Ce sont tous les sens que nous avons quand nous naissons pour nous construire. Et le dernier, tu le connais, c'est la proprioception, qui est très important. C'est la conception. Mais nous, on le connaît mieux, celui-là. Oui, mais alors pour nos auditeurs, la proprioception, c'est le monde du mouvement. Je vais te donner un exemple génial. Je fais un test qui n'a même pas besoin de la réalité virtuelle. Tu devrais presque l'essayer avec tes patients la prochaine fois. Tu leur dis, avant chirurgie bariatrique, regardez, je vous ai ouvert mon bureau, l'espace entre la porte. Dites-moi jusqu'à quel point vous allez passer entre le mur et la porte que j'ouvre.
Donc, eux, attention, hein, ils ont encodé 2 choses. Hein, l'image du corps et leur schéma corporel. C'est 2 choses différentes d'ailleurs. Donc, ils ont encodé ces 2 aspects-là. Et tu leur dis, j'ouvre la porte, jusqu'où j'ouvre la porte pour que vous puissiez passer. Puis tu fais la même chose après chirurgie bariatrique. Ils vont te dire qu'ils ont le même besoin d'écarter la porte. Ils n'ont pas encore intégré leur interoception, extéroception, proprioception. Ça, c'est des choses qu'on a découvert à partir de tout ce que vous avez créé comme environnement ou c'est quelque chose qui était connu, que nous, on ne connaît pas? Mais Sylvain en avait parlé un peu. Oui, mais là, on tombe dans un autre catégorie. Oui, le schéma du corps. Non, mais là, on est dans la... Tu veux dire dans la perception corporelle. Ouais, c'est incroyable. Je t'ai pas parlé la dernière. Je t'avais dit qu'il y avait 3 familles. Donc, j'avais dit que la perception de l'image du corps, je t'ai dit que la perception des sensations et la perception du soi physique. Ça y est, on y arrive là. Là, c'est tout le monde de l'estime de soi et de la confiance en soi. Okay. C'est là que tu vas rentrer éventuellement la notion d'acceptation de soi. C'est là que tu vas rentrer la notion aussi d'auto-gratitude de soi. Et là, on va faire un point que tu m'as parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, moi, j'ai des personnes qui arrivent et me dire, je veux m'accepter, je veux changer, transforme-moi. Parce que c'est un peu ce qu'on te dit finalement. Là. Ça, ouais, en raccourci punché. En toute humilité, toute humilité, je suis quand même d'accord avec ce que juste une parenthèse, je suis content d'entendre ça parce que moi, c'est un sujet que je répète un nombre de fois. La perception, parce que nécessairement, je ne suis pas un psychiatre ni un psychologue, juste un chirurgien. Puis l'estime de soi, puis la confiance en soi, je la vois partout, mais je ne savais pas où la placer dans tout l'algorithme. Perception du soi physique. Alors là, très puissant. Là, j'ai une place pour le mettre, tu comprends? Moi, c'est une image. À chaque fois qu'on reçoit des invités, on se dit qu'on est privilégié de pouvoir faire ce projet-là parce qu'on apprend, nous aussi. Tout le temps. Moi, je dis, on va changer l'éducation médicale continue. Ouais, à chaque fois. Surtout, en plus, on sort. Mais continue, c'était super intéressant. Mais ça, tu sais, comme on dit, hein, quand on fait un livre, on apprend. Moi, la première chose dans ce livre-là, c'est que j'ai appris plein de choses. Je me suis avec plein de chercheurs qui travaillaient. Tu me posais la question, est-ce que cet élément-là, il existe ou pas? Il existe depuis des années. Par contre, je peux te dire une chose, c'est qu'on a une espèce de boom en termes de publications scientifiques sur l'interoception. Très forte en ce moment. Partout dans le monde, tu veux dire? Oui, il y a comme une prise de conscience. Puis alors là, je ne sais pas si on veut aller sur les réseaux sociaux, mais peut-être que... je finis. Si tu me permets, vas-y. Peut-être que justement, on explore ce monde-là en ce moment parce que justement, on est beaucoup sur de la 3e personne. Rappelle-toi, moi, je suis la chercheure première et 3e personne. Hein? Et moi, j'associe les réseaux sociaux à la 3e personne. Mais ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait que tu prennes le temps d'écrire, expliquer comme il faut la perception à mais la moi, première, je vais y aller là, parce que, même là, parce qu'on est rendu... Moi, parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a comme information... mais il faut qu'on parle de perception, estime en amont, en aval. Là, je veux qu'on parle de ça. Puis on mais parle aussi moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un autre épisode. Il y a trop de... il y a trop de... Le sujet est trop vaste. J'avais dit que j'avais plein de choses à te dire. Je voudrais pas qu'on fasse juste comme du crémage à gâteau puis qu'on l'étende de tous bords, de côté. Au pire, moi, si t'es d'accord, Alex, moi, je ferais ça. Parce que, honnêtement, non, mais... Toujours dans l'acceptation. Alex est dans l'acceptation. Non, mais moi, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je te conterai après pourquoi, là, parce qu'il est arrivé une situation aujourd'hui qui fait qu'il faut absolument qu'on adresse ça, parce que c'est dans ma tête, il est là. C'est un bon timing. Pourquoi peut-être qu'on travaille beaucoup sur l'interoception, donc le monde de l'intérieur, parce que justement, on est bombardé par le monde de l'extérieur. Si vous me permettez le clenche, là. Vas-y. Puis, dans les réseaux sociaux, comme tu me disais tout à l'heure, c'est quoi, en fait? Pourquoi tu es un chercheur première et 3e personne? Parce que plus ça va, ça fait 15 ans que je fais de la recherche. Plutôt, ça fait 15 ans que je suis responsable d'une équipe de recherche qui est complètement transdisciplinaire. Donc, imagine-toi, moi, je travaille avec des mathématiciens. C'est un monde de fou, là. Donc, eux, ils m'expliquent les algorithmes des réseaux sociaux. Il m'explique derrière l'intelligence artificielle qui est derrière. Puis tu m'as spoté, entre guillemets, parce qu'on a décidé de faire une espèce de comment dirais-je, on a lancé notre voix pour expliquer que le skinny talk, espèce d'élément qui est sorti. Je vais te ramener là-dessus. Là. Skinny talk, écoute le terme fort, là. C'est le lien entre la puissance d'être skinny, ultra mince. Si tu y vas, tu vas voir. Hein. C'est carrément presque des images que nous, ça devrait être réservé dans le milieu médical. C'est cachexique. Donc très maigre, des IMC à l'opposé de ce que vous voyez là. Donc on a une promotion de l'ultra minceur et on a la couplée avec un TikTok. TikTok, rappelons-nous, court, punché, le cerveau, il encode l'information. On recommence une histoire à chaque fois. Là. C'est extrêmement puissant chez nos enfants. Une drogue pour eux autres. Exactement. C'est extrêmement puissant chez nos populations vulnérables. Rappelle-toi, la madame ou le monsieur ou n'importe quel type de communauté, on n'a pas parlé de communauté, mais LGBTQ+, qui sont des changements de corps.
On n'a pas parlé des personnes qui sont en changement parce qu'elles sont dans une vie de 45 ans puis que toutes les hormones embarquent. Donc, toutes ces populations-là, elles ont une espèce de duo détonnant, ultra minceur, TikTok, Skinny Talk. Puis ça... Alors, le Skinny Talk, c'est vraiment la conjoncture Exactement. des deux phénomènes ensemble. Puis là, moi, je ne suis pas très... beaucoup... Arrête, tu publies sur TikTok tout le temps. Alors quoi, c'est rendu la... Ben ça, c'est difficile, le Skinny Talk, parce que c'est des shoots, donc c'est pas une image, c'est plus puissant que ça. C'est ce qu'on est en train de faire tous les trois. C'est un film court, punché, dans lequel on montre et des images, mais qu'on adresse des informations derrière. En fait, c'est le dark side de ce qu'on est en train de faire. Ouais. OK, je suis ton père, Dagvador. Ben, c'est un peu ça, là. Nous, on essaie de promouvoir le visuel avec un truc punché pour amener de l'éducation à la santé. Et eux, ils font la même chose, mais pour pouvoir avoir le côté noir, en fait. Mais ça, c'est vraiment le côté dark. Mais si on va dans le côté plus Main Street des réseaux sociaux versus perception, on en a parlé beaucoup tantôt. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est quoi la modification de l'impact que ça a sur nos patients? Parce que nous, nécessairement, moi, tu le sais, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait 28 ans que je fais de la chirurgie bariatrique. Les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'ai commencé. Donc, on traitait un patient qui était en surpoids avec des problèmes médicaux associés. On ne gravitait pas autour de la perception, on n'était pas là. Puis surtout pas les réseaux sociaux. Alors là, c'est quoi l'impact que ça a? Dans le sens que ça va forcer un patient ou un individu à vouloir se faire opérer versus l'image, sa perception versus qu'est-ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Bien, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est que maintenant, on est dans une société finalement où, moi je dis souvent, puis on le dit dans le livre, vous allez être surpris. Il y a une étude qui a montré que la population citoyenne accordait plus de crédit à 60% sur les réseaux sociaux que pour les médecins et les chercheurs. On est à 40% de persuasion. C'est intense. Ça veut dire que vous et moi, à chaque fois qu'il y a une personne qui nous arrive et qu'on va arriver avec notre discours éthique et déontologique. Et scientifique. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis éthique et déontologique. Ben, ils vont aller voir sur les réseaux sociaux, ils vont rentrer l'information et me dire non, moi, je pense pas. Mais tu sais, c'est une des raisons qui faisait que j'avais suggéré de faire le podcast là, il y a quand même 2-3 ans. C'était de prendre une place. De rééquilibrer. De rééquilibrer un peu, sans vouloir être sur les données plus probantes, mais juste de proposer un discours un peu plus médical, léger, de façon à rééquilibrer un peu. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention pour pas faire ce que moi j'ai subi, entre guillemets, quand les premières années je faisais de la réalité virtuelle. On me disait que j'étais une gamer, puis que je n'étais pas un chercheur, puis que je faisais n'importe quoi. Mais on a assimilé ce que j'essayais de montrer par la réalité virtuelle. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un canal, c'est un outil. Ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Quel est le motif? Regardez, aujourd'hui, quelque part, on fait du réseau social. Mais on le fait avec un code derrière, avec un motif qui est un motif de données probantes et pas de données bruyantes. Donc, pour répondre à ta question, ce qui se passe actuellement, c'est que puis ça a été montré dans les écrits scientifiques, des éléments aussi puissants de TikTok avec une intelligence artificielle, c'est comme si on ne laisse pas au choix la personne de voir des choses qu'elle n'a pas envie de voir. Elles vont donc avoir accès à des corps qu'elles ne devaient certainement pas voir, parce que ça, comme on se disait tous les trois, c'était réservé plutôt pour le milieu médical, quand on avait vraiment ou des grands surpoids ou éventuellement des cachexie qui étaient cachés dans leur corps, particulièrement ces corps-là. Et avec les algorithmes, vous savez, c'est une veille. Il suffit que tu tapes le mot corps une fois, tu te fais spotter, c'est mort. C'est mort. Tu vas l'avoir, ton TikTok, même si tu ne veux pas le voir. Donc, il y a un processus qui se met en place. Donc là, on retourne dans les chaussures des scientifiques. C'est le processus d'internalisation. Continue, parce que je vais avoir une question par rapport à ça. Je vois avec tes yeux qui sont dans la diagonale de création. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est l'internalisation? L'internalisation, c'est quand c'est vrai que tu voulais pas ce corps-là, mais à force de le regarder en troisième personne, donc à force de le voir, à force du fait qu'on t'ait mis une veille, tu l'internalises voilà. Et tu perçois que c'est ce corps-là que tu aurais à voir. Et quand tu l'as, n'oublie pas, je te parlais tout à l'heure de la famille du soi physique, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la surgénéralisation. Et bien, si je suis comme ça, je vais être plus beau, je vais être meilleur, on va m'aimer à mon travail, je vais être plus performant, je vais être un meilleur papa, je vais être une meilleure maman, mes enfants vont m'aimer, c'est parti là. La puissance de ce qu'on appelle le soi physique qui va contaminer de façon positive ou négative tous les autres soi, le soi professionnel, le parental, l'émotionnel. Tu vois, pour
pourquoi je te dis que vous êtes des magiciens de la perception. Mais moi, ce que j'entends, je vais te laisser poser la question après, c'est que j'ai l'impression que si on mélange toute l'expertise que tu as en fait de connaissances par rapport à ça, versus les gens ce qui cliquent, versus l'algorithme, on sait que l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer ce Bien que sûr. tu regardes le plus souvent. Ça va amener une distorsion totalement parce que le moi ou la perception que le patient ou la personne a va faire que ça va complètement faire dérailler Tout à fait. les messages qu'il va recevoir ou les... Non? Oui, absolument. L'algorithme est tellement fort pour essayer de t'accrocher qu'à un moment donné, on en perd un petit peu le contrôle. Et si vous me permettez, merci d'appuyer sur l'algorithme parce que malheureusement, vous savez que l'histoire montre qu'on fait toujours les mêmes affaires. Ouais. Aujourd'hui, je vous parle du skinny talk, mais moi, quand j'étais en France, il y a à peu près 15 ans de cela, on avait un élément qui s'appelait Proana. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non. C'était un site qui s'appelait le site Proana et ça donnait des recettes de cuisine pour devenir anorexique. À l'époque, ça avait été un déferlement de la santé publique, Wow. sauf qu'attention, je te parle de ça il y a 15 à 20 ans. Donc, qu'est-ce que c'était, figure-toi? Le canal, c'était un site internet. Le jour où on a dit que c'était inapproprié, on a coupé le site internet. Là, on n'est pas là, là. Là, tu as des algorithmes extrêmement puissants qui se distillent dans ton quotidien. C'est pour ça, justement, que vous m'avez spoté. C'est pour ça que j'ai voulu faire une alarme en disant, attention, premièrement, ça s'est déjà arrivé. Le site Proana, juste à 15 ans, 20 ans en arrière, c'était la même affaire. Il a fallu faire mobiliser la santé publique et donc les différentes communautés, les ministères pour arrêter ça. Mais aujourd'hui, on a un avion de chasse en face de nous. On a un power. C'est pas Donc l'avion nous, normal. c'est quoi la solution? Parce que la journaliste me demandait, mais c'est quoi la solution? Il va falloir qu'on soit bougrement ingénieux, chacun de notre bord. Prendre de la place un peu plus. Exactement. Ouais. Faire ce qu'on est en train de faire, vous et moi, aujourd'hui. Et dire, nous, on va pas cautionner la donnée bruyante, mais on va crier très fort la donnée probante. Ouais. C'est ça notre moyen. Et il va falloir être très, très fancy pour contrer cet aspect-là. Puis moi, je le vois à un autre niveau parce que avec ce qu'on fait ce soir, puis ce que j'avais lu par rapport à ce que tu as fait comme travail, c'est que moi, je vais devenir beaucoup plus sensible à cet effet-là. On est conscient, on a des réseaux sociaux, tout le monde regarde ces trucs, les gens sont plus influencés que d'autres, mais là, ma perception quand le patient va arriver, surtout chez les jeunes patients, Tout à fait. je vais savoir mieux maintenant qu'il y a un impact vraiment, là, je vais dire le mot pervers des réseaux sociaux par rapport à comment que le patient va se percevoir, comme on dit, son image corporelle avant puis après. Fait que là, il va falloir comment intégrer ça, mais ça va te changer ta chirurgie au bout du compte? Non. Mais là, ça me donne envie. Je ne sais pas si je vais arriver à l'articuler comme il faut. OK, je vais essayer. OK, mais on aime ça des fois parler quelque chose Sujet, de verbe, crunchy. complément. Ouais, mais regarde bien où je m'en vais. Là, OK? Tantôt, tu as dit de façon intéressante qu'il y a 15 ans, tu opérais un patient avec des comorbidités, puis c'était plus comme straightforward. OK? Là, aujourd'hui, c'est un peu plus différent parce que les critères ont changé. Il y a une acceptabilité d'une chirurgie à un poids moins élevé sans comorbidité. Sans comorbidité. OK? C'est là que je m'en allais. Tu étais à la même place que je Attention. voulais aller. Mais on a aussi, au Québec, augmenté l'accès en général. Ouais. Puis on sait qu'il y a 15 ans, tu en parlais, il y avait quand même un culte du corps parfait, puis du corps mince. Le corps mince, ça date pas de TikTok. Hein? Bon. Fait qu'il y a 15 ans, ça existait, cette culture-là. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi responsable d'avoir ouvert les portes puis que ces troubles-là nous arrivent pour des raisons justifiables, d'avoir augmenté l'accès des critères? Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Non, mais avant de laisser la parole à Joanna, moi, ce que je réalise depuis toutes les années, c'est qu'il y a vraiment un trend qui a complètement changé. C'est plus la même game. C'est plus la même game. Alors, je regardais... Je présentais justement il n'y a pas longtemps à la FMOQ. Je regardais mes vieilles présentations. Des fois, tu aimes ça regarder tes vieilles présentations. J'ai ressorti un truc. Une de ma première étude que j'avais présentée à l'OQC, Association des chirurgiens du Québec, c'est dans les années 2000, ma moyenne d'âge de mes patients était de 50-ish. L'IMC était à 56. 98 des patients avaient des facteurs comorbides. Là, dans nos études qu'on fait sur la chirurgie ambulatoire, tu sais, on a publié beaucoup sur la chirurgie ambulatoire. 43 la moyenne d'âge est à 39 ans. Ouais, L'IMC moyen est à 43,9. Je suis pas pire, hein? Je n'ai même pas vu tes vu, données. Tu vois d'où on est parti. Alors là, donc, médecin. ça veut dire qu'on amène, je veux dire ça comme ça, de plus en plus des gens qui sont de moins en moins, entre guillemets, malades, mais qui, d'un point de vue corporel,
ils ont une IMC qui est élevée. Donc, on est plus, je veux dire comme ça, exposé à des patients qui peuvent avoir des problèmes de perception corporelle. Tu comprends? Ben, c'est sympa. Pour On moi, dit la même on dit chose. la même affaire. Parle. C'est ça, par des chemins différents. Moins articulés que Johanna. Ouais. Ben écoutez, moi, il vous faut la réalité virtuelle. Oui, les bien. amis. Non, mais. Parce que là, c'est super facile. C'est top chrono, 15 minutes pour entrer dans l'environnement. Puis ça permet avec acuité de pouvoir déceler ce que vous pourriez adresser d'ailleurs à l'oral, parce que c'est un peu comme on fait en alimentation. Hein. Ouais. On n'a pas parlé du tout aujourd'hui du côté alimentaire. Mais Ouais. vous savez que ça, c'est un deuxième Ouais. dada pour moi. Mais c'est certain qu'on dit toujours dans l'alimentation, quand on questionne les gens, le diable il est dans les détails. Mais c'est vrai. Là. Donc, aller chercher la perception, il y a comme deux systèmes. Tu me demandais, est-ce que c'est mieux un questionnaire, une réalité virtuelle? La réalité virtuelle, c'est qu'entre guillemets, ça ne trompe pas. Une fois que tu es à l'intérieur, Ça trompe pas. c'est un peu comme une imagerie cérébrale. Comprends tout ce que je veux dire? Tu le demandes pas à la personne. Alors, tu ça vois revient à ma l'image. question du début, c'est que si j'ai 3 choix pour la meilleure qualité d'évaluation entre le questionnaire, qu'on ait des questionnaires standardisés, ou une consultation générale par un psychiatre, ou versus faire de la réalité virtuelle, pour moi, c'est comme s'il y a une gradation vers la précision de l'information. Si tu veux, par rapport à le questionnaire qu'on avait avant papier, la réalité virtuelle, je te dirais la réalité virtuelle. En tout cas, parce que la réalité virtuelle, n'oublie pas, c'est juste l'installation. Non, c'est ça. C'est le ILORICOR, on appelle ça le Immersive Body Rating Scale, le continuum immersif des corps virtuels. C'est le nom de cet outil qui a été validé. Mais si tu me demandes, c'est sûr que tu vas avoir plus d'acuité parce que tu vas pouvoir saisir exactement où se loge la perception et à quel point elle est déformée, entre guillemets, et quel type de perturbation perceptuelle tu as devant ton patient. Puis ces 15 minutes, ça se fait hyper facilement. Donc maintenant, on est arrivé avec les années à faire quelque chose qui est de plus en plus easy user, parce que ça fait partie des validations cliniques maintenant, qui soient validées cliniquement, scientifiquement, et que les gens soient bien dedans. Interpréter rapidement les résultats. Exactement, tu peux le voir. Puis en plus, tu as le retour d'écran de ce que la personne regarde. Tu vois ceux qui font de l'évitement corporel, tu vois ceux qui sont hyper gênés. Genre, j'ai une patiente, une patiente, une participante, une personne qui me disait, c'est dingue, j'ai toujours voulu ce corps-là depuis des années, et aujourd'hui, j'ai la chance de l'essayer, et je me sens complètement coincée à l'intérieur. C'est fort, ça. Ouais. Je me sens coincée. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, il y a voir et vivre. Ouais. Je me sens. Et là, on va rattraper. Vous savez, notre histoire de l'interoception, là, elle se sent coincée. Il est trop petit pour moi, ce corps. Je me sens trop engoncée, je me sens pas bien. Et dans les résultats qu'on montre, on montre que dans les populations, pour l'instant générales, et dans une partie des populations cliniques, les personnes, quand on leur demande le corps qu'ils souhaiteraient avoir, on appelle ça chez les chercheurs en perspective allocentrique, c'est-à-dire à la troisième personne. Ouais. On appelle ça la perspective miroir. Okay. On leur dit, c'est quoi parmi les 9, là, celle que tu souhaiterais avoir? Ils nous en montrent une. Nous, on a un système pour les mélanger et on les plonge après dans le corps. À la première personne. Et on leur dit maintenant, quel est celui que tu vas avoir? Et généralement, ils le prennent légèrement plus grand que celui qu'ils voulaient de face. Et ça, c'est génial. Parce que qu'en étant des chirurgiens en gastroplastie, ça donne des indications très claires avant et après la chirurgie. Pour montrer à la personne, on n'a rien touché, on n'a rien transformé. Regarde. C'est une data qui est vraiment... qui est fascinante. Tu sais comment je vois ça, moi? Vas-y. On parle souvent de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un infini de ressources, là, mais ça me semble quand même être quelque chose qui serait développable de façon relativement simple, accessible, comme tu dis, surtout en 2025. Mais est-ce que de passer à travers le processus que tu décris si bien, ça pourrait avoir un espèce d'effet d'ajustement des perceptions corporelles dans un contexte de chirurgie bariatrique en amont, qui ferait qu'il y aurait peut-être moins de perturbations. Ouais, c'est ça. C'est le protocole qu'on a mis en place. Donc, on n'a pas sorti l'étude parce que je n'avais pas suffisamment de haine pour avoir des personnes qui avaient une hyperphagie boulimie puis une chirurgie bariatrique. On t'en trouve une, on va l'amener. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, c'est ça que j'ai commencé à voir en me disant, attendez, puis c'était le fun. À un moment donné, on a travaillé avec un chirurgien en gastroplastie qui nous a dit, mais moi, en fait, carrément, je vous l'envoie. Je vous l'envoie, la madame. Parce que j'ai vu que vous ferez travailler sur les perceptions, puis je voudrais avoir votre avis. Puis nous, on n'était pas là pour faire de la prescription. Oui, non, la chirurgie bariatrique, c'est pas ça qu'on faisait. C'est pas ça le but, non? Nous, on voulait lui donner de l'information pour que lui, il puisse comme avoir un choix éclairé en disant, OK, là, j'ai des déterminants, des critères de santé physique très clairs. Puis là, on vient... Puis, moi, je suis du quanti, je suis un chercheur en quanti. Donc, moi, j'aime bien quand il y a des cut-offs et qu'il y a toutes ces affaires-là. Puis, je m'arrive avec, all right, là, une perturbation de temps sur un percentile de temps. Elle est de cette nature-là. Puis là, madame, quand on la met dans un corps, sérieusement, elle veut un corps plus gros que quand je lui présente le corps de face. OK,
Maintenant, prenez votre décision. Puis finalement, on nous a dit, c'est génial, j'aimerais travailler avec vous. Ouais. Et donc, mais on la a fait travailler. problématique, c'est que nous, comme chirurgiens, c'est quand on fait une intervention chirurgicale, on ne sait pas tout à fait exactement le résultat final. Fait qu'on n'est pas capable de savoir exactement où le patient va finir d'un point de vue corporel, avec son IMC. Mais tu vois-tu le match complexe qu'il y a entre le patient, la perception? Mais tu sais comme moi que des fois, tu vois une bête sleeve, pas la personne, là, mais je parle d'une chirurgie simple, qui perd 35-40 de son poids corporel puis qui n'est pas contente. Là. Je sais. Right? Tout à fait. Puis c'est ça qu'on va rattraper parce que cette madame, on a eu ça comme expérience. Mais ça, il faut les attraper, ceux-là. Ben, on a eu les échecs, entre guillemets, puis on a eu les super bons coups, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je pense que vraiment, c'est un match à faire, puis c'est pas pour rien que je défends beaucoup ce qu'on appelle la santé intégrée, parce que moi, je crois pas à la santé physique d'un côté et la santé mentale de l'autre. Non, c'est un continuum. C'est vraiment des équipes qui se mettent ensemble, puis c'est pas pour rien que moi, je travaille en transdisciplinarité avec des équipes d'intervenants pour que vraiment ça matche, c'est-à-dire attrape mon expertise, je te donne mon expertise, puis OK, maintenant, on va faire de quoi ensemble, par exemple. Mais c'est profil de chercheurs aussi, où c'est qu'on essaie maintenant d'intégrer de plus en plus différentes... Mais c'est aussi une chasse gardée en chirurgie bariatrique, right? Par rapport à, tu sais, je veux dire, il y en a de la multidisciplinarité dans plein de disciplines chirurgicales, mais plus le temps avance, puis t'en as plus dans le rétroviseur que j'en ai, là, tu sais. Mais tu as vu l'interdisciplinarité se déployer, puis là, maintenant, en bariatrique, je veux dire, Non, c'est parce qu'avant, le problème, dans nos discussions, mais tu sais, parce que personne ne s'en occupait des patients qui étaient en surpoids. C'est ça, on s'entend. Les seuls gringos qui s'en occupaient, c'était les chirurgiens. Fait que ça a pris du temps avant d'incorporer les gens. Les résultats sont beaucoup meilleurs en transdisciplinarité, là, je pense. Exactement. Puis moi, je milite en tout cas cet aspect-là. Écoute, moi, c'est quoi, il va falloir décanter tout l'épisode qu'on a aujourd'hui parce que je suis convaincu qu'il va falloir refaire moi, j'aimerais ça parler peut-être plus en détail de troubles alimentaires éventuellement. Tout à fait. C'est exactement là que je m'en allais. Parce que moi, je pense que dans l'approche alimentaire, on en a parlé, on va faire encore un podcast sur pas le bon mot, là, mais donner un peu de directive. Des fois, des éléments qu'on aurait voulu discuter, qu'on n'a pas eu le temps de discuter. Mais il faut absolument revenir sur les troubles alimentaires. Ça, c'est sûr. Johanna, serais-tu d'accord pour revenir? Je dis oui. Tu aurais dit oui? Puis si ça vous intéresse de creuser, puis en tout cas, moi, je suis le premier. Là, mais Santé, boire et manger, l'alimentation en transdisciplinarité selon les perceptions, un livre qui sort, qui vient de sortir, dans le fond. Tout à fait. Voilà, fait que moi, c'est disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna. Vraiment, merci beaucoup. Je suis sorti de ma zone de confort. Ah, mais je me sentais moins... Il y a plein de mots. Il faudra que je réécoute moi-même l'épisode, OK, pour être sûr de tout avoir les bons algorithmes et les bons mots à la bonne place. Oui, puis moi, il faudrait que je lise un peu aussi mais je suis d'accord avec toi. Mais super intéressant. Vraiment, merci Johanna, beaucoup, vraiment, c'était un plaisir. Puis, partagé. Je veux l'essayer, le casque. C'est sûr, la prochaine fois, viens sur le plateau avec le casque. Il faut essayer le casque, ça, c'est sûr. Cool. Puis on fait un épisode parce qu'il y a trop d'éléments qui ont ressorti. Puis honnêtement, je veux dire, c'est le genre d'épisode, il faut que je le décante puis que je réfléchisse. Puis laissez-nous des commentaires, comme je vous dis. Là. Si vous aimez l'épisode, likez-le, puis laissez-nous des commentaires de ce que vous en pensez d'un épisode qui sort un peu de la zone de confort, puis des commentaires aussi pour Johanna, si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà. Excellent. Écoute, merci Johanna. Merci beaucoup. Puis on va envie de vous dire santé alors. Santé, on va se voir. C'est bon, ça. Merci. Salut, merci tout le monde. À la prochaine. Bye-bye. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.